bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Aujourd'hui, je reçois un invité de marque, Brice Rocher, qui à l'occasion de la version digitale et de la semaine du retail organisée par One-to-One Retail e-commerce de Comexposium, intervient. Brice, bonjour, bienvenue. On va parler effectivement d'Yves Rocher, la marque Yves Rocher. On va parler avant ça un peu de ton parcours. On va revenir sur le marché, comment il a évolué pour enfin finir sur la prise de parole. Avant qu'on rentre dans tous ces détails, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots, nous pitcher un peu qui tu es avant qu'on parle plus en détail d'Yves Rocher? Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, j'ai 42 ans. Je suis papa de 3 enfants. Au début, je suis passionné de musique. Et passionné de jazz, en fait. J'adore ce style de musique, pour tout un tas de raisons, on pourra y revenir, mais voilà. C'était ce qui me passionnait quand j'étais gamin, etc. Et en fait, je voulais faire ça. Ça a manifestement pas bien marché. Mais alors, quand tu dis que tu voulais faire ça, tu as fait des études pour aller... Non, j'ai pas fait d'études. Je jouais, voilà, ok. j'étais passionné par ça. Sauf que j'ai perdu mon papa à l'âge de 16 ans. Et donc j'ai justement arrêté ma scolarité et j'ai intégré le groupe familial à ce moment-là. Pourquoi ? À la fois par... T'en étais où dans ta scolarité? je venais de passer le bac français. En fait, j'ai intégré le groupe pour 2 raisons. La première, probablement un peu de curiosité, puis c'était mon papa qui avait repris la direction générale de l'entreprise. Et je voyais bien qu'il était investi, voilà, que ça le passionnait, qu'il y passait du temps, etc. Et du coup, j'avais envie de découvrir un peu l'envers du décor. Et la deuxième raison, c'est par filiation, hein, c'est mon grand-père qui avait créé l'entreprise, mon père qui l'avait reprise, et donc voilà, pour ces 2 raisons, j'ai voulu intégrer et j'ai intégré l'entreprise familiale, et en fait, je suis devenu addict. Et tu as commencé comment en fait? Qu'est-ce que ton père t'a fait faire quand tu arrives à même pas 18 ans? C'est ça, hein, si je compte Ouais, bien. alors c'est mon grand-père du coup. En Ton fait, grand-père, ouais. j'ai commencé à la comptabilité. Pareil, pas forcément glamour comme ça, mais bon, c'est pas totalement inutile non plus. Et puis après, j'ai traversé différents services juridiques, contrôle de gestion, etc. Je me suis absenté de l'entreprise familiale à un moment donné. Je suis allé travailler chez Arthur Andersen. C'était une expérience en soi, parce que j'ai vécu la fin d'Arthur Andersen en live à l'intérieur, avec le scandale Enron. Donc c'était très intéressant. C'est Arthur Andersen, cabinet d'audit, ça faisait partie des Big Five, c'était vraiment la star des cabinets d'audit. Et de voir une entreprise de 85 000 personnes disparaître comme ça du jour au lendemain,
condamné par le tribunal médiatique, innocenté des années plus tard par les vrais tribunaux, par la justice. Ouais. Ça a été marquant, ça a été une expérience qui était très intéressante. Et puis après, j'ai réintégré l'entreprise familiale pour, in fine, en prendre la direction générale. Tu l'as réintégré en quelle année à peu près, là, juste pour avoir des points de 2003. passage En 2003. En 2003. Ouais, j'ai réintégré l'entreprise familiale en 2003. J'ai pris la direction générale du groupe en 2006. Ouais. Et mon grand-père est décédé en 2009. Et donc, je suis devenu président-directeur général à ce moment-là. Quand tu reviens en 2003, t'intègres comment? Qu'est-ce que tu fais? T'es attendu? T'es pas attendu? Comment ça se passe? Alors, déjà, en fait, comme j'avais travaillé dans l'entreprise avant l'interlude Arthur Andersen, déjà, j'avais une relation assez forte avec les directeurs généraux de l'époque. Et en fait, on a formé un trinôme, si j'ose dire, pendant ce temps-là. Et donc j'ai réintégré concrètement l'entreprise en 2003 en tant que vice-président du conseil d'administration et puis directeur général en 2006. Donc tout ça s'est fait plutôt naturellement. Et en fait, je me suis concentré sur quelques sujets. Et notamment, il y avait un gros sujet qui nous préoccupait à l'époque. C'était le contrôle capitalistique de l'entreprise, puisque la famille ne détenait que 30% du capital. Pourquoi ? Parce que dans les années 70, mon grand-père, il a toujours eu des problèmes de santé plutôt graves. Et dans les années 70, il s'est vu mourir. À l'époque, l'entreprise n'était pas ce qu'elle est. C'était une petite PME. Il était responsable de famille et il a voulu mettre sa famille à l'abri, ses 3 enfants, sa femme, etc. Et donc, il a vendu en 2 temps son entreprise à un groupe pharmaceutique bien connu, Sanofi. Voilà, mais tout en s'assurant par un truchement capitalistique, si j'ose dire, de garder le contrôle. Voilà. Mais il se trouve que des années plus tard, on va dire en 98, Sanofi, qui s'était investi dans le secteur de la beauté. Ils avaient investi dans le groupe Rocher, mais aussi dans Yves Saint Laurent Beauté, Nina Ricci, Van Cleef & Arpels, etc. Il y a une grosse diversification quand même. Ouais, c'était un gros groupe beauté quand même. Et en fait, à cette époque-là, en 98, Sanofi décide de se désengager de ce secteur de la beauté parce que ils allaient fusionner avec un autre groupe pharmaceutique, Synthélabo, sachant que Synthélabo était détenu par L'Oréal, faisant de L'Oréal l'actionnaire de référence du nouvel ensemble Sanofi-Synthélabo. Donc volonté de se désengager du secteur beauté, sauf que 5 jours avant la fusion, après avoir négocié quand même 19 protocoles d'accord, le président de l'époque de Sanofi appelle mon grand-père. J'étais présent dans le bureau. J'ai entendu la conversation. Mon grand-père m'était toujours sur main libre. Et en fait, le président de l'époque de Sanofi l'appelle pour lui dire que finalement, ils avaient décidé de garder les actions dans le groupe Rocher, faisant de L'Oréal l'actionnaire indirect du groupe Rocher. Donc, on est allé devant les tribunaux. Déjà pour mettre les actions sous séquestre. Et puis ensuite, première instance, on a perdu. Et puis en fait, il y avait 2 participations en réalité. Participation dans le groupe en direct, qui était détenue par une holding qui détenait 51% du groupe, et ils avaient aussi une participation dans la holding. Et on a gagné en appel sur la participation qu'ils avaient en direct. Ça a duré quelques temps, j'imagine, parce que c'est des process qui sont pas très rapides, le temps de la justice. Enfin, exactement. Ça a duré quelques temps. En fait, cette histoire s'est soldée en 2012. Alors justement, arrivons au solde de cette histoire. C'est quoi maintenant? On a tout racheté. D'accord, donc la famille possède 100% Exactement. du groupe Yves Rocher. Voilà. Ouais. Généralement, c'est plutôt l'inverse qui se produit, mais nous, on aime bien faire les trucs différemment. La famille, c'est de nombreuses personnes? Non, c'est une quinzaine de personnes, une quinzaine d'actionnaires. Donc on est très très proches les uns des autres. Ça reste à taille humaine, quoi. Très bien. Et aujourd'hui, donne-nous des éléments pour qu'on comprenne bien, des éléments de chiffres, et on va parler du marché après, mais d'Yves Rocher, c'est combien de personnes, combien de points de vente, c'est présent dans combien de pays, enfin juste pour qu'on puisse bien, parce que tout le monde connaît la marque,
Ouais. Il y a un groupe, en fait. Voilà. Alors, Donne des éléments de compréhension. C'est une dizaine de marques au sein du groupe Rocher. Donc la plus connue étant Yves Rocher. Enfin non, c'est pas forcément la plus connue. On a Petit Bateau aussi d'ailleurs. Et puis après, on a d'autres marques. Une marque américaine, Arbonne, Daniel Jouvence, Dr Pierrico, Stanome, etc., etc. Donc c'est une dizaine de marques complémentaires les unes des autres. C'est un groupe de 18 000 personnes qui s'est internationalisé à marche forcée sur ces 10 dernières années. Notre deuxième marché, c'est les États-Unis. D'accord. Et puis... Ça représente quel pourcentage du chiffre d'affaires? C'est... Quoi, les États-Unis? Ouais, les États-Unis. Que je dise pas de bêtises. Non, mais un ordre de grandeur. 15%. D'accord. 15% Et du la chiffre d'affaires. France? C'est juste pour La France, comparer. 25%. Ouais, d'accord. Ah oui. Donc c'est très très gros. Ouais, la France reste... Non, mais je veux dire les États-Unis. Ah oui, il n'y a les que États-Unis. 10 points d'écart entre le premier et le Tout deuxième. à fait. Ouais. Oui. Donc on s'est internationalisé à marche forcée. Et puis, une des caractéristiques ou singularités du groupe, en fait, c'est qu'on on n'est pas une DNVB, nous, on est une BNVB, une Brittany Native Vertical Brand, donc on est vertical. C'est-à-dire que, on est récoltant, enfin botaniste, récoltant, fabricant, commerçant. Et en fait, on a diversifié nos canaux de distribution. C'est-à-dire que on va y venir. Les magasins. Ça, ouais. Et combien t'en as de points de vente? 4200 dans le monde. 4200. Ouais, entre 4002 et 4003. Couverts globalement, combien de pays? Plus de 100 pays. Plus de 100 pays. Ouais, plus de 100 pays. C'est une marque globale. Ouais, tout à fait. 18 000 personnes. Merci pour cette présentation, Brice. On va passer maintenant à la question clé qui est celle du consommateur. Comment vous interprétez finalement le marché, votre marché, quels sont les besoins des consommateurs pour Yves Rocher? C'est même pas propre à Yves Rocher. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tendance de fond, très concrètement, qui fait que le consommateur, maintenant, il achète des marques et il veut faire de sa marque le véhicule de sa propre raison d'être. Donc, c'est pas nouveau, mais la légitimité d'une marque, c'est de répondre aux attentes du consommateur. Et aujourd'hui, le consommateur, il vote. Alors, il vote pas avec son bulletin de vote, mais il vote avec sa carte bancaire. C'est pas de moi, c'est d'Alexandre Marc. En fait, et je pense que ça s'applique à toutes les industries, toutes les marques. Je pense que c'est même plus une question. C'est un no-brainer. Il faut aller vers des marques qui soient de plus en plus engagées. Parce que c'est ce qu'attend le consommateur. Mais exactement. En fait, le consommateur, il veut plus manger ce qu'on lui raconte. Il veut que la marque, finalement, lui apporte la preuve que les valeurs qui sont les siennes sont compatibles avec celles de la marque. Exactement. Et ça, c'est les actes, concrètement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut passer véritablement de l'ère du storytelling à l'ère du story doing. Digital doers. Digital doers, exactement. Non, mais en fait, les marques, elles sont condamnées en quelque sorte à répondre aux attentes du consommateur. Une entreprise ne vole que si elle a des clients. Donc en fait, moi je ne peux que recommander, et je suis un fervent défenseur d'ailleurs de la loi Pacte, qui a été développée par le gouvernement Macron, qui en fait pousse les entreprises à aller vers l'entreprise à mission. Et donc à s'engager concrètement et à traduire tout cela en actes. Et ça, on va y venir parce que c'est passionnant. Et vraiment, j'adore. Peut-être que tu connais Fago, qui est une DNVB pour le coup, qui vient de rentrer à B Corp, et que je salue au passage. Vraiment, c'est un sujet que j'adore et on va revenir dessus. Globalement, aujourd'hui, si tu devais définir les évolutions qui sont actées dans la consommation, chez les consommateurs, par rapport à avant le Covid, par rapport à encore avant. En fait, le Covid, il n'a rien changé, il a accéléré des choses, des tendances qui existaient depuis longtemps. On n'a pas découvert le RSE avec le Covid, on n'a pas découvert l'omnicanalité avec le Covid, mais le Covid a accéléré ce qui était déjà existant. Comment tu définirais je ne sais pas, imagine-toi, tu es un mentor, une start-up qui veut se lancer sur un secteur
qui voudrait faire un peu de concurrence quelque part, tu lui dirais quoi sur le marché? Comment tu lui définirais les consommateurs ou les consommatrices déjà? Est-ce que il y a des tendances où on voit de plus en plus d'hommes que de femmes chez Yves Rocher ou pas? Voilà, tout ce genre de choses. Bon, déjà, le premier point, quand on développe une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est qu'il faut apporter quelque chose. Il faut développer une forme de singularité. Si c'est pour faire tout ce que font les autres, ça n'a pas de sens. Donc, il faut développer ça. Mais en parallèle, il faut, et a fortiori quand on est une start-up, si on démarre d'une page blanche, démarrer tout de suite en tant qu'entreprise à mission. Aller tout de suite chercher la certification B Corp. Vous posez même pas la question. C'est peut-être pas encore le cas aujourd'hui, mais dans 5 ans, les gens ne consommeront que ces marques-là. Et c'est une évidence. Donc ton consommateur, il va de plus en plus dans ses critères d'achat. Bien sûr. Parce qu'on entend que les critères d'achat, il y a le prix, il y a les modalités de livraison. Et là, il y a finalement la mission que l'entreprise... C'est même pas que pour le consommateur. Je m'explique. J'ai participé l'année dernière aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et j'ai assisté à un débat spécifiquement sur cette question-là, qui était, il y avait une partie qui disait il faut aller vers l'entreprise engagée parce que c'est ce que veut le consommateur, et puis il y a une autre partie qui disait mais pas du tout parce que le pouvoir d'achat du consommateur. C'est-à-dire que si vous êtes engagé, de facto, il va y avoir un poids dans le PNL, un taux d'effort qui va se traduire dans le prix et qui va altérer négativement le pouvoir d'achat du consommateur. Moi, j'ai une conviction profonde là-dessus, concrètement. C'est que de toute façon, il faut répondre aux attentes du conso, et donc, et à nouveau, il vote, etc. Mais j'ai même pris un peu plus de recul par rapport à ça. Parce que finalement, une entreprise à mission, qu'est-ce que c'est ? C'est s'interroger sur sa raison d'être, c'est définir son propre combat. Et je vais vous dire une chose, la raison d'être d'une entreprise. Une entreprise ne vole que si elle a des clients, mais une entreprise n'existe que si elle est composée de personnes, des femmes et des hommes. Accessoirement de talent, ça ne peut pas faire de mal. Si on veut de la performance économique, c'est grâce aux fameux doers, les talents dans l'entreprise. Et la raison d'être d'une entreprise, c'est une raison d'y être, ou pas d'ailleurs. Et on choisit d'adhérer à tel ou tel combat. Et donc, parce qu'on passe les 2/3 de notre vie au travail. Si c'est juste pour subir la contrainte, on va vite dépérir. Par contre, si on est engagé et motivé dans le combat, là, on va prendre du plaisir. Et c'est en prenant du plaisir, c'est en s'engageant, c'est en étant en mouvement, le mouvement suscite l'adhésion, qu'on est en capacité de délivrer de la performance. Et c'est comme ça qu'on va être en capacité de véritablement répondre aux attentes du consommateur, etc. Donc c'est un tout global. C'est à la fois pour répondre aux consommateurs, c'est pour répondre aux collaborateurs de l'entreprise, c'est pour répondre aux actionnaires, parce que pour les actionnaires, finalement, la raison d'être d'une entreprise, c'est une feuille de route stratégique. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur ce point-là. Ouais. On est aujourd'hui, quand on enregistre, on est le 5 mars. Tu parles des actionnaires, des entreprises à mission. On ne peut pas ne pas parler de Danone. Emmanuel Faber. Oui, exact. Quand je t'en écoutais parler, je me dis, je pensais à lui, donc le ex-PDG de Danone, qui devient, si j'ai bien compris, que président et qu'il abandonne le rôle de DG, donc il se dégage un peu de l'opérationnel. Les actionnaires, les VC qui sont là-dedans sont toujours pas contents. Ils voudraient sa peau complète. Ils voudraient même qu'ils partent de Danone. Donc Danone qui s'engage comme étant une entreprise à mission, la première de l'indice CAC 40. Comment tu perçois ça ? Puisque finalement, tu dis le pouvoir de l'argent, on n'a rien à faire de la mission, ou alors que si ça va contribuer à générer plus de dividendes. Alors, déjà, une remarque sur Danone. Il y a un sujet autour d'Emmanuel Faber, mais ne cristallisons pas tout autour d'Emmanuel Faber. Parce que Danone, ce n'est pas que Emmanuel Faber, c'est un conseil d'administration. Et présidé par Emmanuel Faber, by the way. Et le conseil d'administration, sous la présidence d'Emmanuel Faber, a fait le choix du projet et non pas de la personne qui porte le projet. Tu as raison de le rappeler. Et donc, non, mais c'est fondamental. Ouais. C'est-à-dire que Danone est toujours une entreprise à mission, même si Emmanuel Faber n'est plus le directeur général. Et Emmanuel Faber l'assume pleinement. Il a posté sur LinkedIn exactement ce que je viens de dire. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a un sujet. Il y a un sujet, je ne le nie pas, il y a un sujet qui n'est pas encore complètement réglé.
J'avais un débat hier sur ce nouveau réseau social, la Clubhouse, avec Olivia Grégoire, qui était la présidente de la commission sur la loi Pacte, justement. Et elle porte au niveau européen une réponse par rapport à cette question-là. C'est-à-dire qu'il va nous falloir, au niveau européen, développer une comptabilité extra-financière. Il faut qu'on arrive à réconcilier ça. Sinon, oui, il y aura toujours des actionnaires activistes qui viendront essayer de chahuter l'ensemble. Mais de toute façon, à la fin du fin, quand je vois que le président de BlackRock, quand même un fonds, c'est pas rien quoi, C'est le BlackRock, plus gros du monde. qui a écrit à l'ensemble de ses gérants d'entreprises, etc., vous devez prendre en compte la RSE, le CSR, etc., parce que c'est le goodwill de demain. C'est la survaleur de demain. Et à un moment donné, les fonds activistes, ils viendront là-dessus. Ils finiront par converger. Mais pour cela, il nous faut développer une comptabilité extra-financière. Et donc, je salue d'ailleurs finalement le travail qui est mené par Olivia Grégoire sur ce sujet-là. Et il faut le faire au niveau européen parce qu'on ne peut pas avoir des règles différentes d'un pays à l'autre. Sinon, pour les entreprises, ça va être complexe. Et ça, elle l'a bien intégré. Et donc, il faut aller vers ça. Moi, ce qui me rassure dans tout ça, c'est que si je regarde le rôle de l'entreprise, il a évolué profondément sur ces 30 dernières années. On a eu l'âge du mécénat, où en fait, on se disait, la performance économique, il n'y avait que ça qui comptait, et on s'est dit, c'est pas possible, il faut prendre en compte quand même un peu de philanthropie, et donc on va inciter à travers des crédits d'impôt les entreprises à réinvestir une partie des profits. Mais le problème, c'est que c'était, on va dire, uniquement la danseuse du PDG, quelque part. C'est pas faux. Et c'était pas et d'ailleurs, les actions philanthropiques n'étaient pas forcément corrélées avec le modèle d'affaires de la boîte. Et d'ailleurs, les gens dans l'organisation de l'entreprise n'étaient pas forcément intégrés dans ce truc-là. Donc derrière, on est passé de l'âge du mécénat à la période de la RSE. Et finalement, là, on a réintégré cette dimension sociétale dans l'organisation. Mais la RSE, finalement, ce n'est que répondre aux contraintes réglementaires. Donc c'est plus subi et contraint. Et puis, on est passé de l'époque de la RSE à l'ère de l'entreprise à mission. C'est tout nouveau. On est en train de construire là-dessus. Mais ça, l'ère de l'entreprise à mission, c'est s'interroger sur sa raison d'être et c'est traduire cette raison d'être en actes concrets. Et on va continuer à évoluer en développant une comptabilité extra-financière. Donc ça s'est passé sur 30 ans. Imaginons ce qu'on va faire sur les 30 prochaines années. Ça veut dire concrètement une entreprise à mission. Pour la tienne, par exemple, c'est un travail préalable de réflexion qui repose la question des fondations, des valeurs de l'entreprise ou qui, au contraire, va capitaliser sur ce qu'elles ont été et on va les monter au-dessus. Ouais. C'est clairement la deuxième voie. C'est-à-dire que nous, la mission de l'entreprise, si je la simplifie à l'extrême, au niveau du groupe, et donc c'est un groupe corporate, et cette mission, cette raison d'être, elle s'adresse avant tout aux collaborateurs. Après, j'ai des raisons d'être par marque qui s'adressent avant tout aux clientes. Mais là, au niveau du groupe, la mission, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Pourquoi ? Parce qu'on est allé puiser cette raison d'être dans les racines de la société, c'est-à-dire à travers l'expérience personnelle que mon grand-père a vécue. En fait, mon grand-père, comme je disais, il a toujours eu des problèmes de santé plutôt graves, à tel point qu'en fait, ses parents ont été obligés de lui faire l'école à la maison. Il n'était plus en capacité d'aller à l'école. Donc c'est instauré une proximité très forte entre lui et son père, sauf qu'à l'âge de 14 ans, il perd son père. Et donc, c'est un drame familial. On se remet dans le contexte. On est en 1944, dans un petit village en Bretagne, à Lagacilly. Pas beaucoup de distractions pour un gamin de cet âge-là. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il part se réfugier dans la lande bretonne pendant 2 ans. Non pas qu'il dormait en forêt, mais il passait ses journées dans les bois. Et ça lui a apporté une forme d'apaisement, de consolation, voire de protection. Et il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Et en retour, on a envie d'agir en faveur de la planète. Et d'ailleurs, des années plus tard, quand il est devenu entrepreneur, quand il a créé la marque Yves Rocher, il l'a fait en conjuguant performance économique et prise en compte du bien commun. Un exemple, dans les années 70, il s'est opposé au remembrement des terres agricoles. C'est-à-dire qu'on voit bien pourquoi on allait vers ça, plus de rendement, de productivité. Mais lui, qu'est-ce qu'il voyait ? Il voyait une perte des sentiers, des haies bocagères, et donc une extinction à terme de la biodiversité. Et comme il a vécu cette expérience personnelle, il s'est opposé à cela. En 1989, il arrête les tests sur animaux, 15 ans avant la loi, 15 ans avant que la loi ne nous l'impose. En 1997, tous les champs qu'il avait en Bretagne de plantes et de fleurs,
ils décident de les certifier agriculture biologique. En 2006, on arrête les sacs plastiques en magasin, 10 ans avant la loi. L'année dernière, sur la marque Yves Rocher, l'ensemble de nos flacons sont passés en plastique recyclé, recyclable, En fait, 100%. il y a comment dire, des assets formidables pour justement, de base, construire cette mission. Exactement. Et il y a une légitimité à s'inscrire dans cette démarche, puisque finalement, aujourd'hui, on l'appelle entreprise à mission, mais dans les faits, et tu parlais tout à l'heure des doers, c'est déjà une réalité depuis longtemps, et c'est la prolongation de Parce quelque qu'on chose. est allé la chercher dans les racines. Voilà. Par rapport à l'expérience. Et on s'est assuré que cette mission répondait à un défi futur et actuel. Et reconnecter les gens à la nature aujourd'hui, dans un monde de plus en plus urbanisé et cerné par la technologie, ça fait du sens. Comment vos produits chez Yves Rocher, tu l'as dit tout à l'heure, vite fait, je voudrais qu'on revienne 2 secondes dessus. Vous les fabriquez, vous maîtrisez la chaîne de valeur de A à Z. Tout à fait. Tu peux juste nous en dire un tout petit peu plus, qu'on maîtrise la chaîne? Ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire vous travaillez avec qui? Est-ce que vous êtes pour la production? Comment c'est fait? Enfin, voilà, déjà, comment c'est fabriqué? dans la maison, on a des fondus du végétal chez nous. C'est-à-dire que chez Yves Rocher, ce qui n'est pas le cas des autres marques de cosmétiques, il y a des botanistes, il y a des récoltants, il y a des phytologues, il y a des experts du végétal, véritablement, des fondus du végétal. Et ça commence par ça. Ça commence par le jardin botanique à l'Agacie, plus de 1500 espèces de plantes, où on va étudier, partager aussi, s'il est ouvert au public, etc. Et puis après, il y a les unités de fabrication. On est aussi des fabricants. Donc là, on va créer les crèmes, les shampoings, etc. etc. Et puis, même avant tout ça ça, en il y Bretagne. a la récolte. D'ailleurs, j'ai oublié, on a nos champs certifiés agriculture biologique. Toute la matière première, c'est vous qui la produisez à 100%? Non. On a une dizaine de plantes emblématiques qui sont localisées en Bretagne, mais après, il y a des plantes qui ne poussent pas en Bretagne. Donc, on source partout dans le monde. On a 250 filières végétales, mais notre première filière végétale est à l'Agacie, en Bretagne. Et alors, les centres de production, j'imagine, ne sont pas tous en France, en Bretagne. Tout n'est pas fabriqué en France, en Bretagne. Si. 100% de ce qu'on achète, ou quasi 100%. Non, 85%. D'accord. Mais donc au niveau du groupe. L'immense majorité, au niveau du groupe. c'est fabriqué en Bretagne. Oui, tout à fait. 85% est fabriqué en Bretagne. Et en fait, si on a des usines à l'étranger, c'est lié aux acquisitions. La marque américaine qu'on a rachetée, elle avait déjà son usine en Californie, etc. Et en fait... C'est un gros centre, juste qu'on se... en Bretagne. En Bretagne. On a 3 usines. Ça représente quelle taille? C'est quoi? Il y a combien de personnes qui travaillent dedans? Par usine, c'est plus de 100 millions d'unités. D'accord. Qui sortent chaque année, quoi. Donc c'est significatif. C'est énorme. C'est énorme. En Bretagne, il y a combien en termes de personnes qui travaillent? Sur les 18 000 personnes dans le groupe, en Bretagne, il doit y avoir pas loin de 4 000 personnes. Pas loin de 4 000 personnes. Donc il y a la production, il y a le sourcing, la production au sens on produit la matière première, on la transforme dans vos usines. Et puis après, il faut la distribuer. On a le métier de commerçant. Voilà. On a le métier de commerçant et là, en fait, on a plusieurs canaux de distribution. Donc le premier canal de distribution, alors ça a un peu changé avec la crise sanitaire que l'on vit, c'était le retail, nos magasins. Plus de en propre, 200 magasins. Qui sont en propre ou qui sont en franchise, qui sont intégrés, qu'il y a différents modèles qui coexistent? Troisième solution, il y a différents modèles qui coexistent. On a des magasins en propre, on a des fonds propres, on a des franchises, on a ce qu'on appelle la location-gérance, c'est-à-dire que nous portons le fonds de commerce, mais c'est une commerçante indépendante. On a la multi-exploitation, c'est-à-dire qu'on travaille avec un partenaire qui va porter entre 15 et 20 magasins, etc., etc. Donc on a différents modèles. Donc on a les magasins, on a le social selling, qui est un nouveau canal de distribution. Avant le site internet, avant le digital, à purement parler, le social selling, au travers des réseaux sociaux. C'est même mon premier canal de distribution avant les magasins. D'accord. Aujourd'hui. C'était pas le cas en 2019. Donc tu vends sur Instagram, sur Alors c'est pas moi qui vends, ce sont des consultantes indépendantes, une sorte d'ambassadrices, qui vendent nos marques
sur Facebook, Insta, etc. Ça veut En dire fait, qu'elles achètent ces produits et elles les revendent? c'est le même modèle que Tupperware, la réunion à domicile. D'accord. Sauf qu'au lieu de faire ça à domicile, ça se fait sur les réseaux sociaux. Ok. Et en fait, avec la crise sanitaire que l'on vit encore aujourd'hui, il y a eu deux phénomènes. Ouais. Premier phénomène, on nous a imposé une forme de distanciation sociale et on a fermé nos magasins pendant plus d'un trimestre. Un magasin qui ferme, ça fait 0 de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième phénomène, comme je le disais, on nous a imposé une forme de distanciation sociale. Il y a eu finalement, le social selling a passé la surmultiplier. Des croissances de fou. Ouais. Pourquoi ? Parce que du coup, c'était la capacité à converser à distance. C'est ça ce que permet le digital finalement. C'est de former des communautés hors proximité géographique. Et finalement, les gens ne demandaient que ça. On nous a imposé la distanciation sociale alors que nous sommes nous-mêmes un animal social. Donc, quand on les contactait, qu'on était à leur écoute, qu'on faisait preuve d'attention, ça a fonctionné du feu de Dieu. Et le social selling est devenu mon premier canal de distribution. Comment ça fonctionne la remise des produits achetés dans le cadre de ce canal de distribution? Ça fonctionne soit par la poste, soit par la consultante indépendante. C'est la consultante qui les expédie? Alors, c'est nous qui expédions. C'était ça ou alors, je voulais parler on peut concrètement. expédier à la consultante qui va elle-même derrière expédier. Qui prend? Vous avez un entrepôt global? Alors, comment ça fonctionne? Oui, on a une plateforme de logistique centralisée, très clairement. Mais en fait, pour bien comprendre le modèle du social selling, il y a trois parties prenantes. Ouais. Il y a l'entreprise, la marque, qui est là pour délivrer des produits et des services. Très concrètement. Il y a ce qu'on appelle les sellers, enfin les vendeuses, qui sont là essentiellement pour recruter, c'est-à-dire qu'elles vont acheter les produits de la marque avec un discount qui peut varier de 20 à 40%, qui va constituer sa marge, et elle va recruter des clientes. Et puis il y a ce qu'on appelle les leaders, qui sont là pour animer leur propre réseau de vendeuses. Et elles vont toucher un incentive sur l'ensemble des ventes des vendeuses. Et en fait, leur mission aux leaders, c'est d'animer les vendeuses, donc la formation, travailler la productivité, etc. Et la comparaison que tu faisais tout à l'heure avec Tupperware est très pertinente. C'est le même modèle. Ouais. Sauf qu'il ne se fait plus à domicile, il se fait sur les réseaux sociaux. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Parce qu'en fait, la part du gâteau s'est augmentée. Parce que le problème... Et alors attends, ça m'intéresse beaucoup que tu dises ça, puisque derrière, il y a une question qui me vient immédiatement à l'esprit. Quel est le rôle des points de vente? Comment... on parle d'expérience. C'est un mot qui est souvent... c'est un peu un mot valise, je suis d'accord. Mais on parle d'expérience d'achat, d'expérience consommateur, parcours d'achat, etc. Est-ce que le point de vente a une mission qui est en train d'être redéfinie? Est-ce que on va faire vivre à vos consommatrices quelque chose de nouveau dans les points de vente, puisque tu nous dis que finalement le social selling prend une place de plus en plus forte, donc on peut s'interroger légitimement sur la place du point de vente. Si je prends sur la marque Yves Rocher, si je prends l'Italie par exemple, j'ai une centaine de magasins et on fait du social selling. Donc en fait les deux sont complémentaires. Parce qu'on ne délivre pas la même expérience en réalité. C'est ça. Et alors après, si on focalise sur le retail, déjà, il faut bien comprendre quel type de retail on pratique. Parce que le retail, c'est une vaste famille. Ça a commencé d'abord avec les galeries, type Printemps, Galerie Lafayette. Il y a eu l'essor des supermarchés, hypermarchés, Auchan, Leclerc, Carrefour. Aujourd'hui, on parle beaucoup des pure players Amazon, pour n'en citer qu'un. Il y a ce que j'appelle les grands magasins, les grandes enseignes, H&M, Ikea, Zara, grandes surfaces de vente. Et puis après, il y a ce que j'appelle les boutiques. Yves Rocher, Petit Bateau, petite surface de vente. De centre-ville. Ou de centre-co, mais entre 50 et 100 mètres carrés, grosso modo. C'est des retails qui n'ont rien à voir. Moi, je serais incapable de faire le job de Nicolas Houzé. Manager les galeries Lafayette, je ne sais pas faire. C'est un domaine d'expertise que je ne connais pas. Au même titre que je ne suis pas persuadé que Nicolas soit pertinent pour manager des boutiques type Yves Rocher, etc. La particularité d'une boutique Yves Rocher, qu'est-ce que c'est ? Déjà,
c'est d'avoir une offre de beauté globale dans 40 mètres carrés. C'est la seule marque au monde à offrir ça. Il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que la marque Yves Rocher, dans sa boutique de 40 mètres carrés, elle va vendre du soin du visage, du soin du cheveu, du soin du corps, du maquillage, du parfum, de l'hygiène, du solaire, etc. etc., etc. L'Occitane, par exemple, il n'y a pas de maquillage. MAC, il n'y a que du maquillage. Donc déjà, dans 40 mètres carrés, la marque Yves Rocher, c'est la seule marque au monde à offrir une offre de beauté globale. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, la particularité de notre modèle en tant que boutique, c'est que nous ne sommes pas dans le luxe. Donc, nous ne sommes pas en capacité de délivrer du service sur toutes les catégories de produits. Donc, ça veut dire que nous devons développer un concept de magasin qui soit auto-vendeur. Ce qui signifie que le merchandising doit être d'équerre, que la signalétique doit être d'équerre, que l'assortiment produit doit être d'équerre, etc. Et que quand la clientèle rentre, c'est je comprends, je rends, j'achète, sans avoir besoin d'avoir une interaction. Même s'il y en a. Parce qu'on a quand même décidé de sacraliser du conseil sur le cœur du réacteur, c'est-à-dire le soin qui demande le plus de conseils. Et enfin, pour conclure, je dirais que dans le retail de la marque Yves Rocher, il y a deux autres spécificités. Une qui ne se digitalise pas, c'est clairement l'Institut. Mhm. Ça, c'est quand Ça même... représente beaucoup de... Ah, il y a des cabines de soins dans tous mes magasins en Dans France. Tous mes magasins. Ok. Et puis, une autre particularité de la marque Yves Rocher, on est toujours sur le podium de la relation client. Et il y a toujours un critère qui est mis en avant, c'est la relation avec la conseillère de beauté. C'est-à-dire que depuis l'origine, parce que c'était la volonté de mon grand-père, il y a cette relation directe et privilégiée. En fait, mon grand-père, quand il a créé la marque Yves Rocher, il a voulu répondre à... Enfin, il a voulu démocratiser la beauté. À l'époque, on se remet dans le contexte, on est dans les années 50, la beauté n'est accessible qu'à une élite. Et lui, il a voulu rendre la beauté accessible au plus grand nombre de femmes. Et donc, pour ce faire, il a fait une marque de beauté accessible financièrement, mais aussi physiquement. Et donc, il a distribué ses produits à l'origine à travers la vente par correspondance traditionnelle. D'accord. Et donc, dès le départ, il y a la relation qui est au centre du jeu. Une anecdote. Une cliente m'a écrit, il y a 2-3 ans, un message extraordinaire, un truc de dingue. Je n'avais pas pris conscience de ça. Elle m'écrit pour m'annoncer que, en fait, elle venait de perdre sa maman qui avait été fauchée par une voiture, enfin bon, drame familial. Et en fait, en déballant le courrier, elle avait reçu un mailing Yves Rocher. Et elle se met à pleurer. Elle s'effondre. Pourquoi ? Parce que ça lui a remémoré sa maman. Je crois qu'elle était d'origine marocaine, etc. On est à l'époque encore, à nouveau, on se remet dans le contexte. Et en fait, quand sa maman recevait, enfin quand il recevait du courrier, eh bien, il n'y avait qu'une seule lettre qui était adressée à sa maman. Toutes les autres lettres étaient adressées au papa. C'était la lettre Yves Rocher. Et en fait, pour sa maman, c'était une sorte d'euphorie, de joie, parce qu'il y avait au moins quelqu'un qui lui écrivait. Et alors, tu me facilites la tâche pour passer justement sur la partie de la relation client. C'est un bon préambule pour aller un peu plus loin. Aujourd'hui, la relation client, elle se définit avec davantage comment dire, de façon que le courrier, comme ça a été le cas. Aujourd'hui, comment Yves Rocher prend la parole avec ses consommatrices, comment il interagit, comment il dialogue. Tu parlais du courrier que tu avais reçu. De façon un peu plus globale, comment c'est structuré, comment vous approchez cette prise de parole. Est-ce qu'on peut aujourd'hui raconter, tu vas me dire probablement non, l'histoire de la même façon qu'avant? Est-ce qu'on fait de la promotion produit ou est-ce qu'on raconte autre chose? Bon, bref, comment tout ça... Bon, les fondamentaux sont toujours les mêmes. Mais je pense que une des singularités de la marque Yves Rocher, c'est l'authenticité. C'est-à-dire que, en fait, on est véritablement capable de révéler l'envers du décor.
parce qu'on on fait énormément en backstage quelque part, quoi. Et ça, la cliente, elle le reconnaît et ça crée de la fidélité. Un exemple. Moi, il y a un truc qui m'a surpris pendant cette crise sanitaire. Les magasins étaient fermés et en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Les clientes, elles sont allées sur le digital, sur le e-commerce. Même les clientes qui n'étaient pas, qui étaient encore réfractaires au e-commerce, finalement, elles ont basculé vers le e-commerce. À tel point qu'on a eu des croissances de folie, à 3 chiffres, etc. Qui se maintiennent un peu. Qui se maintiennent. Hmm. Mais, lors de la réouverture des magasins, d'abord, les gérantes de magasins étaient sur le pont, les conseillères de beauté avaient le sourire, et les clientes ont répondu à l'appel. Elles étaient présentes. Elles étaient présentes. La fidélité de nos consommatrices, c'est un truc de dingue. Je n'en reviens toujours pas. Un autre exemple, plus récent, là, on n'est pas confiné, mais c'est une autre forme de confinement quelque part. En tout cas, par exemple, les centres commerciaux de plus de 20 000 m2, ils sont fermés. Mhm. Et vous avez beaucoup de points de vente en centres commerciaux. Sur la marque Yves Rocher, c'est 230 magasins qui sont fermés. Okay. C'est significatif. Ouais. Puis en plus, by the way, c'est les magasins les plus gros. Donc en poids de chiffre d'affaires, ça fait encore plus mal. Qu'est-ce que l'on constate? Sur les magasins qui restent ouverts, on fait des croissances de dingue. À surface égale. Et quand je parle de surface égale, je ne mets jamais le e-commerce. C'est de la surface égale pure, magasin par magasin. La semaine dernière, on a fait 30% de croissance. Mais pourquoi? Parce qu'on a constaté que les clientes qui consommaient dans les magasins Yves Rocher en centres commerciaux, parce qu'elles avaient leurs habitudes, et puis elles se sont reportées sur d'autres? Sur les magasins en centre-ville. Et on fait de la croissance à surface égale, alors que la plage horaire n'est pas la même par rapport à l'année dernière, puisqu'il y a le couvre-feu. Les magasins, ils sont obligés de fermer à 17h30. Bien sûr. Et alors, juste sur le e-commerce, quelles sont les modalités de livraison qui sont mises en œuvre? Est-ce qu'on est sur de la commande classique, c'est l'entrepôt qui envoie? Est-ce qu'on est sur du click and collect, de l'e-réservation? Qu'est-ce que vous avez en place? Commande classique. Commande classique. Click and collect, e-réservation, on peut en faire, mais c'est marginal. D'accord. Il faut se dire les choses. Et vous allez sauver 5% de votre chiffre d'affaires, mais si vous avez perdu 95%, ça ne va pas sauver l'histoire. D'accord. Comment la promotion, l'acquisition, là vraiment sur des aspects marketing, s'organise-t-elle aujourd'hui chez vous? Est-ce que c'est... je vais te donner un exemple pour illustrer ma question. On m'a dit, par exemple, de façon un peu forcée, on m'a remonté un cas qui était celui de Lavinia. Tu connais peut-être un célèbre caviste parisien, Lavinia. Ouais. Qui m'a dit, c'était lors d'une interview pendant le premier confinement, on a été forcé d'arrêter de faire de l'acquisition parce qu'on n'allait pas faire de la pub pour aller vendre des bouteilles de vin. Ça aurait été perçu comme un non-sens. Et on a utilisé notre CRM. Mais finalement, on a eu une communication adaptée via notre CRM et on a eu des croissances de dingue. Ouais. En fait, ils ont complètement... ils se sont adaptés, il y a eu des révélations. Est-ce que du côté d'Yves Rocher, on peut faire remonter des expériences similaires? Est-ce que vous avez changé? Non, on n'a pas changé parce que ça fait partie intrinsèquement de notre ADN. C'est-à-dire que nous, à l'origine, on a des gènes de VPCistes. Donc le CRM, on fait ça depuis 1959, quoi, concrètement. Et d'ailleurs, à tel point qu'on l'a transposé dans le magasin. Et c'est-à-dire que nous, chez Yves Rocher, on constate 2 chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires spontané et le chiffre d'affaires provoqué. Le chiffre d'affaires provoqué par le CRM, un mailing, une carte postale. La carte postale fonctionne toujours très très bien. Hein. Et sur les la carte postale, ça veut dire que... On envoie une carte postale à la cliente avec une offre pour l'inciter à venir en magasin. Okay. Une forme de générosité, etc. À tel point qu'en France, sur les 10 dernières années, je n'ai connu qu'une année de décroissance à surface égale. Alors, si je mets de côté 2020, qui est une année inédite et atypique. Et encore, cette année de décroissance à surface égale, c'est parce qu'on avait fait des conneries en interne. Donc, et à nouveau, hein, je ne mets pas le e-commerce dans la croissance à surface égale, ce que font tous les compétiteurs. C'est de la surface égale. Tu as un PNL qui est séparé, e-commerce, magasin. Quand je parle de surface égale, c'est surface égale, magasin. D'accord. Et on a fait de la croissance à surface égale sur les 10 dernières années. Je crois qu'on fait partie des rares retailers à avoir obtenu une telle performance. Et ça s'explique
Pas uniquement par ça, mais ça s'explique entre autres par le CRM. Mais ça s'explique aussi par la qualité de la relation que nos conseillères de beauté ont en termes de relation avec nos clientes. Ça s'explique par les attributs de la marque, son authenticité, ses actes, ses engagements. Ça s'explique par le fait que c'est un groupe familial. Et dans l'inconscient collectif, on sait que les familles qui possèdent des entreprises sont attachées au territoire et à l'emploi. Ça s'explique par le fait que c'est une marque qui est écolo avant l'heure. Concrètement. Ça s'explique par le fait que c'est une marque qui défend le pouvoir d'achat du consommateur. Donc ça s'explique par tout un tas de fondements qui, à la fin, font que le gâteau il a une saveur particulière. Mais c'est un super mot de la fin. En fait, si je voudrais le résumer, je me rends compte en t'écoutant d'une chose, c'est que les fondamentaux, pour reprendre le mot que tu utilises, d'une entreprise à mission, qui l'a toujours été, mais qui se définit peut-être plus communément aujourd'hui, sont tellement forts, ces fondamentaux, qui permettent de traverser des crises comme celle de 2020, exactement. Des crises qui sont quand même, on espère, uniques. Voilà. On va peut-être pas les revoir tous les 4 matins, mais ça, c'est un message fort. C'est-à-dire que finalement, structurellement, quand on est une entreprise à mission, malgré les soubresauts, on maintient une croissance et il y a une dynamique qui n'est pas à remettre en question. Ouais. Je dirais il faut 2 choses. Ça et la diversification, qui offre une forme de résilience, qu'elle soit géographique, à travers les canaux de distribution, le portefeuille de marque, etc. Mais finalement, la diversification et le fait d'être une entreprise engagée, c'est ce qui nous a permis de traverser l'année 2020. Et on a terminé l'année 2020 en décroissance, mais c'est une décroissance de 4%. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup au regard du fait que pendant plus d'un trimestre, j'ai eu tous mes magasins de fermés. Ah oui, bien sûr. Brice, merci énormément pour ce partage d'expérience, pour la sincérité, la simplicité avec laquelle tu nous as partagé l'histoire d'Yves Rocher, ses fondamentaux, ses valeurs, comment vous travaillez. Je voudrais remercier aussi Comexposium et le One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour cette interview. Merci à vous tous qui écoutez. N'hésitez pas à partager cette interview, à laisser des commentaires le cas échéant. Et puis, Brice, écoute, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Plaisir.